On va maintenant simuler, bien entendu, notre circuit avec cette fois-ci un signal d'entrée sur lequel on va rajouter du bruit et pouvoir donc mettre en évidence que le circuit RC va effectivement jouer le rôle de débruitage, c'est-à-dire qu'il va atténuer le bruit que nous avons sur notre signal. Alors, où est-ce que j'ai mis le... Où est-ce que j'ai mis... Voilà. Donc, la suite de cet exercice. On nous dit... Alors bon, quelle commande madame de débrouillard en 10 secondes, ça c'est fait. Filtrage d'un signal bruité. On nous dit, voilà, maintenant il faut simuler le filtrage pour E de T, c'est-à-dire pour cette entrée-là, E de T, égale toujours à 1 plus B de T, c'est-à-dire B de T, où B de T représente un signal de type bruit aléatoire. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Numériquement, on va pouvoir simuler. Parce que qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, voilà, au lieu d'utiliser tout simplement un signal E de T, comme on l'avait fait tout à l'heure, un simple signal d'entrée qui vaut 1 et 0 ailleurs, on va modifier cette fonction E de T. Donc, on ne va rien toucher à l'équation différentielle, on ne va rien toucher à la méthode. On va tout simplement modifier notre signal d'entrée ici pour faire en sorte que ce soit un signal qui soit bruité. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser cette fois-ci un signal E de T où on aura Y, c'est-à-dire la sortie, quand on va appeler cette fonction à un instant T, on va vérifier que l'instant T est situé toujours entre 1 et 5, et on va bien sûr avoir, au lieu d'avoir Y qui vaudra tout simplement 1, comme on l'a dans cette fonction ici, on va avoir 1 plus 0,5 que multiplie ronde de 1,1. La question qui se pose, c'est que signifie en fin de compte ce ronde de 1,1. Donc on va regarder ça ensemble avec MATLAB, ce que signifie en fait la fonction ronde. Alors, est-ce que déjà quelqu'un a une idée de ce que peut bien signifier la fonction ronde, R-A-N-D? Arrondi, non, je sais pas. Non, pas arrondi. Random, pour aléatoire. Exactement, ronde comme random qui veut dire aléatoire. Donc avec MATLAB, on peut toujours créer un vecteur aléatoire. Et quand je dis aléatoire, ça veut dire en fait c'est un vecteur qui va contenir des valeurs comprises entre 0 et 1. D'accord? Donc par exemple, quand je fais avec MATLAB ronde de 2,3, il va me créer quoi? Il va me créer une matrice de combien de lignes avec combien de colonnes? Deux lignes, trois colonnes. Voilà, contenant des Valeur aléatoire. Des valeurs. exactement, contenant des valeurs aléatoires comprises entre 0 et 1. Donc, si je dis ronde de 1 et 1, ça veut dire que je vais créer combien de nombres aléatoires? Deux. Non. Ronde de 1 et 1, ça va faire une matrice de combien par combien? Une ligne, une colonne. Donc, combien de nombres? Un.
un nombre. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? À chaque valeur, je vais reprendre ici un fichier propre. Voilà, mon signal créneau, il est ici. Et à chaque valeur ici, à l'intérieur de cet intervalle où j'ai des 1, je vais rajouter un nombre aléatoire pour avoir quelque chose qui va simuler un rajout d'un signal bruité. D'accord? C'est la raison pour laquelle je vais donc me retrouver ici. Donc je vais revenir à l'exemple là. Je vais donc avoir ici Y qui vaudra 1 plus, alors je multiplie par 0,5 pour atténuer un peu le bruit, puisque c'est un signal qui est compris entre 0 et 1. Donc quand je vais multiplier par 0,5, il sera compris entre 0 et 0,5. Et je vais donc avoir un signal où je vais avoir du bruit, c'est-à-dire que je vais injecter un créneau, et sur ce créneau, je vais rajouter du bruit. Et je vais faire passer ce signal dans le circuit RC, et on va regarder ce que ça nous donne en sortie. Donc, fin de compte, si je veux faire cette partie-là de cet exercice, la seule chose que je dois modifier, c'est juste mon signal d'entrée, que je transforme en un signal d'entrée plus un peu de bruit, à l'aide d'une fonction, à l'aide de la fonction rand, que l'on peut trouver d'ailleurs dans d'autres langages, un peu sous cette dénomination-là, de rand comme aléatoire, rand. Et qu'est-ce qu'on va donc observer? Donc, si on regarde notre signal, donc on va prendre le signal, on va lui rajouter du bruit. Vous voyez, mon signal ici qui était à 1, je lui rajoute du bruit, compris entre 0 et 0,5. Donc, ça veut dire que mon signal, il va avoir une amplitude pouvant aller jusqu'à 1,5. Et je vais observer le signal de sortie. Et qu'est-ce que j'observe quand je regarde mon signal de sortie? Ben, j'observe qu'effectivement, je vais avoir un signal de sortie qui, lui, va être un signal qui sera... alors, on va peut-être faire un zoom dessus pour voir plus. Voilà. Voilà mon signal de sortie, c'est le signal bleu. Alors, il n'est pas parfaitement nettoyé, mais on remarque quand même que on retrouve la caractéristique donc d'un signal de sortie d'un circuit RC avec tout le bruit ici qu'on a mis en entrée, qu'on ne retrouve pas ou qu'on retrouve de manière très très atténuée sur notre signal de sortie. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Monsieur, Oui, je vous écoute. un signal brouillé, c'est ce même type de signal-là? Un signal brouillé, Oui. effectivement, un signal brouillé, ça peut être vu comme un signal qui comporte une information qu'on est venu dégrader par un autre signal qui n'est pas forcément du bruit. Ça peut être un signal espion, ça peut être un signal bien travaillé, mais qui peut s'apparenter effectivement à du bruit. Oui. Imaginons que par exemple, vous voulez... imaginons que par exemple, vous travaillez pour des Américains qui veulent brouiller des communications russes. Ben, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez d'abord détecter la fréquence avec laquelle les Russes envoient leurs signaux, et sur cette fréquence-là, vous allez envoyer un signal parasite
qui va faire que les récepteurs, eux, quand ils vont recevoir le signal, ben, il va être bruité ou bien il va être déformé, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas déceler exactement l'information qui a été envoyée. En imaginant que vous devenez plus tard un espion américain. Je plaisante. Hein. Non, sur la partie scientifique, je plaisante pas, mais sur la partie truc, je plaisante. Bah, moi, je veux bien devenir espion. Et ça gagne bien en plus. Mais après, vous n'avez plus de vie privée. Oh, c'est pas grave. Vous me direz, de toute façon, même déjà avec le confinement, on n'a plus tellement de vie privée. Donc, du coup, ok. Voilà. Voilà un peu l'idée de se dire à quoi peut bien servir la résolution numérique. Ben, on voit bien que numériquement, on peut simuler des expériences de la physique réelle, chose qu'on n'aurait pas pu faire analytiquement. Analytiquement, je ne vois pas trop comment on aurait pu résoudre une équation où on a un signal d'entrée qui contient du bruit. Parce que d'abord, il aurait fallu que ce bruit-là, B de T, on lui donne une équation. Or, par définition, le bruit n'a pas d'équation. Ce sont des valeurs, comme ça, qui se présentent dans le temps et qui varient. OK? Alors, on va maintenant aller un petit peu plus loin, parce qu'il faut qu'on avance. Donc, on nous a dit de simuler le filtrage pour E de T égale à 1 plus B de T. Et sur le deuxième point, on nous dit de simuler le filtrage pour E de T égale à sinus de T plus B de T, où B de T représente toujours un signal de type bruit aléatoire. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre comme signal d'entrée? Est-ce qu'on va mettre, quand vous regardez cette équation-là, E de T égale à sinus T plus BT, donc maintenant on va injecter dans le signal, on ne va plus injecter un créneau, on va injecter quoi? Une E. Sinusoïde. Exactement. Donc dans un circuit RC, si j'injecte une sinusoïde, ou autrement dit un signal alternatif, qu'est-ce que j'observe en sortie? Ça, vous êtes normalement tous capables de répondre à ça, puisque vous avez déjà traité, vous avez déjà vu ça, ne fût-ce qu'en TP d'électronique, quand vous prenez un circuit RC, vous prenez un générateur qui vous génère des signaux alternatifs, vous les injectez dans le circuit RC et vous observez la sortie à l'oscillo. Qu'est-ce que j'observe? Un signal triangulaire. Faux. Un créneau? Faux. Ah. Si j'injecte une sinusoïde à très très haute fréquence, qu'est-ce que je vais observer en sortie? J'ai un circuit RC. Et on a dit que c'était un filtre passe-bas. Donc, c'est-à-dire qu'il laisse passer les basses fréquences. Et il atténue les... Est-ce que vous vous souvenez un peu des diagrammes de Bode? Non? Vous n'avez jamais fait des diagrammes de Bode? Si, monsieur, oui. Bon, bah, très bien. Donc, un diagramme de Bode pour un circuit RC, le diagramme de Bode, vous avez deux diagrammes de Bode. Vous avez celui des amplitudes et celui de la... De quoi? De quoi d'autre? De la phase. Exactement, de la phase. Donc, quand le signal est en basse fréquence, le diagramme de Bode, lui, pour les amplitudes, il présente quelque chose d'assez constant, c'est-à-dire qu'en fait, si j'injecte un signal en basse fréquence, je vais observer à peu près le même signal en sortie.
avec un déphasage. Mais si j'injecte un signal à haute fréquence dans un circuit RC, qui est un filtre passe-bas, ça veut dire qu'il va atténuer le signal en entrée, et je vais donc observer quelque chose de très très faible en sortie, parce que tout simplement, il ne laisse pas passer les signaux à haute fréquence. Donc si j'injecte une sinusoïde, sinus de T, et que je lui rajoute du bruit, qu'est-ce que je vais observer en sortie de mon circuit RC? Si je réfléchis un peu. Que la partie basse du sinusoïde. Elle est déjà en fréquence basse. Ben, je vais tout simplement observer que la sinusoïde, c'est-à-dire que mon circuit RC, il va débarrasser mon signal E de T de la partie bruit, tout simplement. Donc là aussi, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va tout simplement reprendre notre tension d'entrée, E, et on va bien sûr la modifier de telle sorte à avoir quoi cette fois-ci? À avoir la sortie, donc là, le E qui est ici, à chaque instant, on va donc avoir sinus de cet instant-là, plus 0 fois 5, plus 0,5 fois random, c'est-à-dire qu'on va rajouter du bruit à la sinusoïde qu'on va injecter dans notre circuit, et on va observer qu'effectivement notre circuit joue bien le rôle de nettoyeur de bruit. Donc voilà le signal qu'on va injecter. C'est une sinusoïde à basse fréquence sur laquelle on a rajouté du bruit qui, lui, est un signal à haute fréquence. Et la sortie du circuit, elle, ça va être une sinusoïde qui va être débarrassée de son bruit. Monsieur, vous l'avez peut-être déjà dit, mais le pourcentage devant, il sert à quoi? Le quoi, pardon? Le signe pourcentage Ça, devant. c'est juste pour mettre en commentaire. Là, c'est pour mettre tout simplement, quand je ne veux pas utiliser quelque chose à l'intérieur d'une fonction, je le mets en commentaire. C'est comme s'il n'y avait rien ici. D'accord, d'accord. Merci. Donc, vous voyez que ici, cette simulation-là, où on fait rentrer, un signal sinusoïdal bruité et on observe un signal qui a été débruité, ben cette simulation-là, si vous n'utilisez pas une approche, numérique, vous serez incapable de le faire analytiquement. Et donc là, ça c'est un exemple. C'est un exemple que vous n'allez pas trouver sur Google ou sur YouTube ou sur je ne sais pas quoi d'autre. C'est un exemple sur lequel j'avais travaillé personnellement pour vous montrer l'utilité de l'approche numérique lorsqu'on fait du filtrage. Là, c'est un peu pour vous montrer comment est-ce qu'on utilise en fin de compte des mathématiques numériques pour illustrer des principes de la physique et notamment de l'électronique. Monsieur, le sinusoïdal, c'est un signal à fréquence basse, c'est ça en fait, de nature? Alors, ça dépend, c'est vous qui fixez sa fréquence. Mais celui que j'ai pris, celui-là, il est de fréquence basse. Alors, imaginons que par exemple, donc pour que les choses soient un peu plus claires et pour que ce TD soit quand même, vous apporte quelque chose. Il ne faut pas réfléchir en termes d'examen, tout ça. L'idée, c'est que vous appreniez des choses. Quand par exemple, je prends, on va le faire ici pour que les choses soient claires pour tout le monde. Imaginons que par exemple, je veux représenter un signal avec une fréquence de 1 Hz. D'accord? Donc, je vais prendre
imaginons que, voilà, on va dire, voilà, je vais travailler sur à 5 secondes par pas de 0,01. Voilà, jusqu'à 5 secondes. Voilà. Et je vais donc représenter le graphique d'une sinusoïde. Donc, T, sinus de pi f. T, f c'est la fréquence. On va dire que la fréquence que je veux prendre, c'est une fréquence de 1 Hertz. C'est-à-dire que je vais avoir un signal qui varie très lentement dans le temps. Donc, je vais prendre ici sinus de 2 fois pi fois f qui vaut 1 Hertz. Donc ici, fois 1 fois t. Donc sur 5 secondes, un signal avec une fréquence de 1 Hertz, ça veut dire que je vais représenter 5 périodes de mon signal. Voilà mon signal 1 Hertz. Alors imaginons que maintenant je veux un signal qui soit à une fréquence beaucoup plus élevée que celui-ci. On va le faire ici. Qu'est-ce que je dois modifier dans l'expression du signal? Pardon. Voilà. Ce que je vais faire, je vais tout simplement modifier sa fréquence. Au lieu d'avoir une fréquence de 1 Hz, je vais prendre par exemple une fréquence de 10 Hz ou de 100 Hz. Alors, si je prends une fréquence de 10 et je représente ce signal-là en rouge, vous voyez que ici, à la limite, c'est même énorme parce qu'ici, ça fait... Est-ce que vous arrivez à voir quand même quelque chose? Vous avez un signal bleu, on peut voir comme un signal à basse fréquence, sur lequel je suis venu superposer un signal qui, lui, est à haute fréquence. C'est-à-dire qu'il varie 10 fois plus vite que le signal de base. D'accord? Alors, c'est peut-être un petit peu exagéré. Donc je vais faire un... Je vais enlever cette figure. Voilà, je vais refaire. Je vais relancer le premier signal. Voilà. Et je vais prendre un signal. On va plutôt prendre ici 4 Hz au lieu de 1 Hz. Oui, alors on va faire un hold-on. Voilà. Et on va remettre celui de... Vous pouvez répéter, ça veut dire quoi, hold on déjà? Je ne me rappelle plus. Hold on, ça veut dire je garde le graphique que j'ai et je rajoute dessus un autre. Voilà. Vous voyez que ici, par exemple, vous avez un signal rouge, il y a 1 Hertz, et sur ce signal rouge, j'ai rajouté un signal bleu qui, lui, est à 4 Hertz. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le signal bleu est à plus haute fréquence que le signal rouge. D'accord? Donc ça, c'est nous qui le déterminons. Il n'y a pas de normes pour les signaux. Alors, là, parce qu'on est en train de faire, là, on est à l'école, c'est nous qui fixons la fréquence. Mais dans les systèmes de télécommunication, dans les systèmes de radio, dans la télévision, ce sont des fréquences qui sont fixées. Par exemple, donc vous là qui me posez la question, est-ce que ça vous arrive d'écouter la radio? Oui. Qu'est-ce que vous écoutez? C'est pas un disque. Je sais pas, des radios comme Génération ou. Très bien. Est-ce que ça vous arrive d'écouter de la musique classique? Oui, mais pas à la radio. D'accord. Est-ce que ça vous arrive d'écouter, je sais pas, Énergie, FIP, radio
voilà, peu importe, vous écoutez de la radio. D'accord? Ben, la radio, c'est typiquement c'est des stations qui vont émettre des signaux et chaque station va émettre sur la fréquence qu'on lui a imposée. Si par exemple vous écoutez radio, on va dire, si vous aimez bien écouter de temps en temps de la musique classique, du blues ou du jazz, des choses comme ça, vous allez écouter Radio FIP. Radio FIP, c'est une radio qui va émettre sur la bande de fréquences de 103,5 MHz. D'accord? Mais imaginons que maintenant vous n'avez plus trop envie d'écouter Radio FIP, ben vous allez tourner votre bouton et vous allez vous refixer sur une autre station qui peut être par exemple radio, je sais pas, ça peut être 97.4, une radio où il y a de l'humour, il y a des sketchs, des choses comme ça. Donc en fin de compte, les fréquences, c'est ce qui permet de différencier les canaux de transmission. Mais monsieur, du coup, pourquoi les radios, elles changent de fréquence d'une ville à une autre? Alors, parce que tout simplement, la répartition des fréquences, elle se fait, elle est planifiée par rapport au lieu géographique. Si par exemple vous êtes à Nice, les radios classiques, elle va peut-être émettre sur une autre fréquence que celle qui est à Lille. Pourquoi? Pour tout simplement pas interférer avec une autre fréquence qui, elle, est prise, je sais pas, peut-être par les hôpitaux, par l'armée, par les militaires, enfin voilà. Mais justement, je trouve c'est pas logique en gros. Pourquoi, par exemple, l'armée n'a. Si je prends l'exemple que vous avez dit, pourquoi en gros c'est pas tout le temps les mêmes fréquences d'une ville à une autre en gros, en fait. Je comprends pas en fait. Même si d'une ville à une autre, je comprends pas en fait. Pourquoi. Parce que tout simplement, alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que parce que tout simplement déjà vous avez ce qu'on appelle, plus on monte en fréquence, oui. et plus la portée diminue. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si par exemple je suis à Montpellier, si je suis à Montpellier, je vais avoir du mal à écouter une station radio qui émet à Paris. Ok, d'accord. Ok, je comprends. D'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, celle qui émet à Paris, elle émet quand même dans une gamme de fréquences assez élevée et la portée ne va pas aller jusqu'à Montpellier. Ça va rester sur Paris, Île-de-France. Donc, ce qui va faire qu'au fait, si à Montpellier, j'ai envie d'écouter le même contenu radio, là-bas, je vais décider d'émettre ce contenu sur une fréquence qui n'est pas forcément, même si le contenu il est le même, c'est pas forcément la même fréquence. Mais je ne sais pas pourquoi vous me dites ça, parce que généralement, c'est la même. Si par exemple, je prends Radio FIP, je suis à Lille. Radio FIP, c'est 103,5. Et si je pars après à Marseille et que je vais écouter Radio FIP, normalement, c'est une autre station, c'est pas celle de Lille, mais elle émet généralement sur la même fréquence. Ouais, par exemple, même si on va à Meaux, par exemple, moi, ça m'arrive souvent. Voilà, donc je vois pas pourquoi. On ne change pas de fréquence. On change de station d'émission, mais pas de fréquence. Ah, monsieur, c'est pas valable pour toutes les radios. Je sais qu'il y a des radios qui changent de fréquence d'une région à l'autre. C'est pour ça que je vous dis, alors s'il y a des radios pour le même contenu qui changent de fréquence, c'est parce qu'au fait, dans l'autre région, c'est une fréquence qui est déjà utilisée. Ok. Voilà. Monsieur, Oui, je vous écoute. donc ça veut dire que c'est cette différence de portée qui explique la différence entre les UHF et les VHF, c'est ça? Exactement. Ok, d'accord. Si par exemple vous émettez avec une station qui émet en basse fréquence, vous avez plus de portée qu'une station qui émet en haute fréquence. C'est-à-dire qu'en fait, avec une station basse fréquence,
je peux être à Strasbourg et écouter la station qui émet à Clermont-Ferrand. Parce que la portée est plus élevée à cause de la basse fréquence. Ok. Et ce principe-là, c'est un principe qui est généralement très peu, enfin, qui n'est pas très bien expliqué par les physiciens, même les antennistes, hein, même ceux qui font de la physique et des télécommunications. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, si par exemple vous prenez votre téléphone, vous avez tous un téléphone portable, est-ce que vous arrivez à voir votre antenne? Non. Vous ne la voyez pas, votre antenne. Pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi vous ne la voyez pas? Elle existe, hein, mais pourquoi vous ne la voyez pas? Parce qu'en réalité, elle est super petite et elle est sur le circuit électronique de votre téléphone. Mais elle est toute petite. Mais pourquoi est-ce qu'elle est toute petite? Parce que tout simplement, votre téléphone, il fonctionne sur des fréquences qui sont très élevées. 1900, 2000 mégas quand vous êtes sur le réseau GSM, et quand vous êtes sur le réseau 3G, 4G, vous montez encore plus en fréquence. Alors, plus vous montez en fréquence, plus l'antenne, si vous voulez, est inversement proportionnelle à la fréquence. Ah, donc la portée va être plus longue, en gros. Exactement. Plus la fréquence est élevée, plus l'antenne est petite. Plus la fréquence est basse, plus l'antenne est grande. Mais monsieur, vous avez dit tout à l'heure que plus la fréquence, moins la fréquence est élevée, plus la portée est grande. Donc nous, logiquement, on doit avoir des portées petites par rapport à la 4G, à la 5G, et tout ça. Exactement. Ben, c'est pour ça que le réseau, si vous prenez le réseau, si on raisonne un peu en termes de, on va faire un petit schéma. Vous prenez le réseau GSM, donc ça c'est le territoire français. Le réseau GSM, si vous regardez le réseau de téléphonie mobile, ben vous avez des antennes relais. C'est-à-dire que le territoire est quadrillé et sur chaque zone territoriale, vous avez des antennes relais qu'on appelle les BTS. C'est-à-dire que vous, si vous êtes par exemple ici et que vous communiquez avec quelqu'un qui est ici, ben vous allez passer par l'antenne relais qui est là, qui va passer le relais à celle-là, avant d'arriver ici. Parce que justement, vous êtes sur des hautes fréquences. Plus vous êtes en haute fréquence, plus vous avez besoin de relais. D'accord, et monsieur, le bénéfice des hautes fréquences, c'est de transporter en fait plus d'informations, c'est ça? D'avoir plus d'énergie, à l'inverse d'utiliser des basses fréquences. Alors, le bénéfice des hautes fréquences, au détriment de la portée, c'est d'augmenter le débit. C'est d'avoir un débit plus élevé. Le débit d'information. Exactement, le débit d'information. Si par exemple, en basse fréquence, en 1 seconde, je transmets un message de 10 caractères, en haute fréquence, sur 1 seconde, je pourrais transmettre un message de 1000 caractères. D'accord. Donc, j'augmente le débit. C'est tout l'intérêt aujourd'hui de la 5G. La 5G. Donc, plus on passe en haute fréquence, donc par exemple, plus on passe de 4G à 5G, plus on quadrille une zone territoriale d'antenne. Exactement. D'où la problématique sanitaire que ça pose. Ouais, au niveau des zones après que on pourrait recevoir, c'est ça? Voilà. C'est des agents mutagènes, c'est ça? D'accord. Ben, c'est-à-dire que si on veut, plus on va monter en fréquence, plus on va trouver de relais autour de nous. Ok. Plus ça va rayonner autour de nous. Et au bout d'un moment, on va avoir les oreilles qui vont griller. Mais monsieur, j'ai 2 questions. Oui. J'ai pas bien compris le lien entre le fait que plus la fréquence est grande et plus l'antenne est petite. Et j'avais une autre question, attendez. Alors, oui, allez-y. Alors, si vous voulez, on va se revoir en traitement du signal, d'accord? Ah, d'accord, ok. Donc, je traiterai cette question de la portée des dimensions d'antenne
je ne la traiterai pas en détail, mais il n'y a pas de souci. Je prendrai le temps de vous expliquer les choses. D'accord. Mais il faudrait que… Oui, deuxième Par question. rapport à la vitesse de transmission des données, pourquoi c'est plus rapide dans les hautes fréquences que dans les basses? Parce que tout simplement, ça c'est quelque chose que je peux vous expliquer instantanément, c'est simple. Quand vous avez quelque chose qui est en basse fréquence, c'est un petit peu ce que je suis en train de dessiner ici, d'accord? Donc ici par exemple, sur une période, je transmets une information comme 0. Sur une autre période, je vais transmettre une information comme 1. Que c'est des informations binaires, d'accord? Donc vous voyez bien que si je prends quelque chose qui est en haute fréquence, je vais pouvoir transmettre plus de 0 et de 1 dans le même temps. Ah, d'accord. Voilà, basiquement c'est ça, mais on pourra un jour détailler plus ce type de transmission d'informations, parce qu'il y a des modulations. Modulation en phase, modulation en amplitude. On traitera ces aspects-là en traitement du signal. On continue? On continue. Mais du coup, juste monsieur, pour l'histoire des basses fréquences par rapport à notre contexte, à nous, à l'exercice, c'est en fait, c'est ça vraiment, ça dépend du contexte, quoi, de dire une basse fréquence ou une haute fréquence. Vous avez tout à fait raison. Parce qu'on ne peut pas comparer notre signal à nous dans notre exercice par rapport au signal de notre téléphone, ça n'a rien à voir, quoi. Voilà, et je suis entièrement d'accord avec vous et je trouve votre remarque pertinente. Ça veut dire qu'en fait, c'est relatif à quelque chose. D'accord. Je suis entièrement d'accord avec vous. Donc, en plus, ça me plaît bien ce que vous venez de dire, parce qu'en fin de compte, ça me permet d'enchaîner sur l'exercice. Ça me permet d'enchaîner. Parce qu'en fin de compte, sur l'exercice, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous dit, voilà, on aimerait bien maintenant voir quel va être l'effet de ce circuit sur un signal où je vais avoir sinus de t, sinus de 100 fois t, plus du bruit. Alors maintenant, ça répond un peu à votre question. Est-ce que maintenant je peux parler de basse et de haute fréquence? Bah là, on sera sur une haute fréquence, c'est ça? Ben, là, vous voyez bien que j'ai quand même ici un signal qui est sinus t, alors qu'ici, j'ai un signal qui est quand même sinus 100 fois t. Donc, vous voyez bien que celui-ci, il est 100 fois, il varie 100 fois plus que celui-là. Donc là, je peux effectivement dire, voilà, celui-là, il est comment? Il est à basse fréquence, celui-là, il est à haute fréquence, et bien sûr, le bruit, lui, qui est toujours un signal considéré comme un signal à haute fréquence. D'accord, donc là, dans l'idée, en résultat, on devrait avoir juste notre sinus T. Exactement. Voilà. D'accord. C'est exactement ça. C'est-à-dire que là, maintenant, je ne devrais normalement observer que du sinus T en sortie. Pourquoi? Parce que ces deux composantes-là, elles vont être fortement atténuées du fait que j'ai un circuit RC qui est ici. Et c'est exactement ce que l'on va donc observer. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va de nouveau reprendre notre signal d'entrée et on va le modifier avec cette fois-ci sinus TK plus sinus de 100 fois TK plus 0,5 fois random, donc pour rajouter du bruit. Donc du coup, on va se retrouver avec quoi? Donc là, je vais reprendre la loupe. Voilà, hop. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va se retrouver avec le signal rouge qui est ici, qui est un signal où en réalité j'ai de la haute fréquence et j'ai du bruit et j'ai de la basse fréquence. Et qu'est-ce que je récupère en définitif? Bah, je ne récupère plus que le signal bleu qui est là, qui est tout simplement le signal en basse fréquence. Vous voyez que celui-ci, il est en basse fréquence. Il varie lentement dans le temps, tandis que le rouge qui est là, il varie très très vite dans le temps. Et ce qui est en rouge, c'est le bruit plus les 100 fois T, c'est ça? Exactement. 100 T plutôt.
Et Voilà. juste une question, vous pouvez réexpliquer c'est quoi le round? J'ai oublié déjà, s'il vous plaît. Le round. Le round, c'est un générateur de nombres aléatoires. Oui, merci. Ok. Voilà. Et donc, Mais monsieur, notre filtre, comment on le paramètre? Parce que, comment dire, si là on a mis sinus t et qu'on met plus sinus 100t plus sinus 1000t, est-ce qu'il éradiquera le sinus 1000t, il nous gardera sinus t et sinus 100t? exact. Non, il va éradiquer 1000T, il va un petit peu moins éradiquer 100T et il va presque pas éradiquer T. D'accord, donc en fait, il se base par rapport à notre signal, le signal le plus faible et il fait une Oui, espèce de moyenne, c'est ça après, parce que. et, non, et il se base aussi, vous avez raison de faire la remarque, et il se base aussi sur les caractéristiques de ce circuit qui sont principalement définies par R et C. D'accord. Ok. Effectivement, vous faites bien de parler de ça, mais je n'ai pas trop voulu rentrer dans ces détails-là parce qu'après, ça va se transformer en un cours d'électronique. D'accord? Effectivement, les caractéristiques de filtrage vont être influencées par la valeur de R et de C. En modifiant ces valeurs-là, on modifie le seuil de filtrage. Mais ça, si vous voulez connaître dans les détails, je vous renvoie à un cours de physique ou d'électronique. Ok, d'accord. OK? Voilà. L'idée, c'est que, moi, ce que je veux, c'est que vous compreniez que, à l'aide d'une approche de résolution numérique d'une équation différentielle, on arrive à simuler les phénomènes physiques. Voilà l'idée un peu de ce TD que vous mettrai bien entendu dans le cours. Voilà, alors on va encore maintenant, on va encore aborder un point qui est également, qui relève de l'application, encore une fois, de la résolution numérique et que je vais vous illustrer ici. Alors, je vous rassure, je ne vais pas vous mettre ça à l'examen, mais c'est juste que vous compreniez un peu l'intérêt des mathématiques numériques. Voilà. Est-ce que vous voyez tous le schéma électronique que vous avez là devant vous? Voilà. Est-ce que Plus maintenant. ben, attends, vous allez le revoir. Et j'aimerais bien que quelqu'un me dise. J'aimerais bien que quelqu'un me dise si ce circuit-là vous rappelle quelque chose. Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà vues dans votre passé? Alors, je me remets dessus. Voilà, il est là. Ce circuit-là. Est-ce que quelqu'un déjà peut me dire qu'est-ce qu'il y a comme composant électronique dessus? Il y a une ampli avec un condensateur, une résistance. Le condensateur, la résistance, je suis d'accord avec vous, mais l'autre, je ne suis pas d'accord. C'est pas la diode. Voilà, exactement, c'est une diode. C'est une diode. C'est quoi une diode? C'est quoi qu'est-ce que fait une diode dans un circuit? Quelle est sa fonctionnalité? Elle permet de faire passer le courant d'un côté et pas de l'autre côté. Exactement. C'est exactement ça. Une diode permet au courant de passer dans un sens et elle le bloque dans l'autre sens. C'est tout à fait ça. Donc, imaginons que vous avez un circuit comme celui-là, où vous avez donc une diode, une résistance, une capa montée en parallèle, et ce circuit-là monté en série avec une diode. Est-ce que intuitivement ou peut-être par mémorisation, est-ce que quelqu'un a déjà vu ce type de circuit? Est-ce que quelqu'un pourrait me dire à quoi ça sert? C'est pas un piège, hein, je vous pose juste la question.
Personne? Alors, ce circuit-là, ça s'appelle au fait un détecteur d'enveloppe. Voilà à quoi ça sert. Un détecteur d'enveloppe. Alors, vous allez me dire, c'est quoi un détecteur d'enveloppe? Je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, un détecteur d'enveloppe, comme son nom l'indique, c'est un circuit dans lequel on va injecter un signal généralement à haute fréquence, comme celui-ci, et on va récupérer ce que l'on appelle l'enveloppe du signal. Alors, c'est quoi l'enveloppe du signal, là? Je suis en train de dessiner quelque chose. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je vais récupérer les points, les maxima locaux de mon signal. Ça s'appelle un détecteur d'enveloppe. C'est-à-dire que le signal rouge qui est ici s'appelle l'enveloppe du signal. Qui a déjà entendu parler de ce terme-là parmi vous? Quelqu'un? Personne? Voilà. Donc, je vais donc utiliser ce circuit pour récupérer l'enveloppe de mon signal. Donc, je rentre un signal et en sortie, je récupère, j'extrais l'enveloppe du signal. Alors, vous allez bien sûr vous poser la question de savoir à quoi ça peut bien servir. Donc, à quoi ça peut bien servir? Donc maintenant, on va revenir un peu sur l'exemple dont on a discuté tout à l'heure. Quand je dis par exemple que j'ai une station radio qui émet avec une fréquence de 10 MHz, je prends un exemple, même si ça n'existe pas dans la réalité, et je prends une autre station radio qui émet à une fréquence de 200 MHz. Alors, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça veut dire quoi, en fait, dans la réalité? Qu'est-ce que ça signifie? À part tourner un bouton de 10 à 200 mégas pour capter une station ou une autre. Est-ce que quelqu'un a une idée, là, parmi vous? Moi, on sait que la fréquence, c'est l'inverse du temps. Et ça veut dire que une fréquence, en fait, on l'a définie comme le nombre de tours par seconde. D'accord, et après? Du coup, c'est comme si ça faisait 10 tours par seconde. Ça, là, il n'y a pas de souci. Là, vous êtes en train de me donner la définition de ce que signifie une fréquence. Ce que moi, je vous pose comme question, c'est qu'est-ce qui différencie une station qui émet à 10 MHz d'une autre qui émet à 200 MHz? Est-ce que celle qui émet à 200 MHz, elle m'envoie de la musique que j'écoute 200 fois plus vite? C'est le débit d'information, comme vous avez expliqué tout à l'heure. Celle à 200 MHz, c'est un débit plus grand par rapport à celle à 10. Alors, attention. Non, là je pense pas, ça n'a pas de lien avec le débit. Là, je pense pas. Voilà, exactement. Là, ça, voilà, comme il a dit notre camarade, dans le cas des radios, ça n'a rien à voir avec le débit. Parce qu'on n'est pas en train de télécharger un fichier ou d'écouter ou de voir un film en haute définition ou quelque chose comme ça. Ouais. D'accord? Ça n'a pas la même signification. Le fait que j'ai une station qui émet à 10 MHz et une autre qui émet à 200 MHz, ça veut dire que tout simplement, l'une ne va pas interférer avec l'autre. D'accord? Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement sur le plan de la physique des choses? Ça veut dire que tout simplement, ces fréquences-là, c'est ce qu'on appelle les porteuses. Et c'est elles qui vont porter l'information. Alors, ça veut dire quoi les porteurs d'information? Parce que tout simplement, imaginons que par exemple, quand vous parlez, moi quand je parle ou quand on écoute de la musique, c'est des signaux qui sont généralement
à assez basse fréquence. Alors, imaginons que ça, c'est un signal vocal. Bonjour, je m'appelle, je ne sais pas quoi. Donc, ce signal-là, lui, qu'est-ce qui va se passer? Quand il va passer dans l'antenne, l'information, c'est ça? Voilà, lui, c'est l'information. Et pour que je puisse faire transiter cette information, je vais mixer cette information-là avec un signal sinusoïdal à très haute fréquence. Voilà. Donc ce signal-là, il est à très haute fréquence. C'est lui qui va transiter par mon antenne. Et quand j'arrive au niveau du récepteur, qu'est-ce qui m'intéresse de récupérer? Est-ce que j'ai envie de récupérer le rouge ou le noir? Voilà en réalité ce qui va transiter. C'est ce signal rouge. Qu'est-ce que je vais récupérer au niveau du récepteur? Ben, noir, parce que c'est plus facile d'y arriver. Donc, je vais vouloir récupérer mon information qui représente quoi par rapport à ce que je vous ai décrit ici? L'enveloppe. Exactement, qui représente l'enveloppe. Donc, ça veut dire que je peux très bien transmettre cette chanson-là ou cette musique avec cette fois-ci pas une porteuse de 10 mégas, comme celle que j'ai dessinée ici, mais avec une autre porteuse qui, elle, est à 200 mégas. C'est-à-dire quelque chose qui va varier encore beaucoup plus vite que le rouge qui est ici. Voilà. Donc, ça veut dire que si je place mon filtre à 200 mégas, je vais récupérer le bleu et je vais extraire du bleu mon enveloppe. Si je place mon filtre à 10 mégas, ben je vais récupérer le rouge et je vais extraire l'enveloppe du rouge. Voilà un peu le principe de la radio. Je parle des radios qui marchent encore avec des antennes, pas des radios web qui sont sur le protocole IP, etc., etc. Donc, en fin de compte, je vais avoir un détecteur d'enveloppe, vous avez compris maintenant, et ce détecteur d'enveloppe, si on l'examine bien, ben, en fait, j'ai une tension d'entrée et je vais récupérer l'enveloppe ici, c'est ma tension de sortie. Et donc, du coup, si je veux comprendre ou si je veux simuler ce circuit, ben, en réalité, ce circuit-là, c'est une équation différentielle. C'est une équation différentielle du premier ordre qui présente des caractéristiques non linéaires et qui font que aucune résolution analytique n'est possible. Donc, si je regarde ce circuit, je me dis, voilà, j'injecte un signal, je récupère son enveloppe et je vais donc comprendre mathématiquement comment c'est possible. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais modéliser le circuit. Je vais dire, voilà, en fait, ce circuit-là, il y a un courant I, une tension aux bornes de la diode. Mon courant ici, il y a une partie qui part sur la kappa, une partie qui part sur IR. Je vais donc pouvoir écrire que I, c'est égal à VS sur R plus C dVS sur dt. Donc, le courant I qui est là, c'est la somme de ce courant-ci et de ce courant-ci. Je vais pouvoir également dire comme quoi ben, la tension aux bornes de la diode que j'ai ici, c'est une tension de référence. Je multiplie le logarithme népérien de quoi? Ben, tout simplement du courant I qui circule ici, plus I0, qui est un courant, caractéristique de la modélisation de la diode. Et en fin de compte, avec toujours bien sûr la loi d'émail, je vais pouvoir écrire que ma tension d'entrée, c'est ma tension V de T que multiplie ma tension de sortie plus la dérivée de ma tension de sortie plus la tension de sortie. Enfin bref, je vais écrire quelques équations mathématiques et je vais pouvoir, en fin de compte, trouver mon équation différentielle qui est la dérivée
de ma tension de sortie, ben, c'est une fonction de ma tension d'entrée avec ma tension de sortie. Donc voilà, en fin de compte, je vais me retrouver avec cette équation-là que vous avez ici, que vous pouvez très facilement retrouver. Il suffit d'appliquer la loi des mailles, de modéliser la tension au bord d'une diode, moyennant quelques petits calculs. Vous allez vous retrouver avec cette équation différentielle que vous avez là. Et cette équation différentielle que vous avez ici, ben, vous voyez bien que déjà, elle n'a rien de linéaire puisqu'elle comporte une exponentielle à l'intérieur de laquelle je retrouve mon inconnu qui est VS, mais elle est quand même du premier ordre et elle peut s'exprimer sous la forme, comme on l'a vu jusqu'à présent, elle peut s'exprimer sous la forme, je vais l'écrire ici, voilà, VS point comme étant égal à une fonction de VS et de VE. Donc, dès lors que j'arrive à l'exprimer sous cette forme-là, eh ben voilà, je peux utiliser une approche numérique pour la résoudre. Je vais donc, effectivement, c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser donc une approche numérique pour résoudre cette équation différentielle et je vais m'apercevoir que, bon, ben voilà, je vais utiliser toujours la méthode de l'air, moyennant bien sûr les caractéristiques que je vais rajouter, de la résistance, de la kappa, etc., etc. Je vais apercevoir au niveau simulation que si j'injecte un signal à haute fréquence, je vais observer en sortie, tout simplement, je vais observer ce que l'on appelle l'enveloppe du signal. Voilà. Donc, je ne vous demande pas, bien sûr, de retenir par cœur ce que je suis en train de vous présenter ici. J'attire juste votre attention sur le fait que lorsque j'arrive à modéliser un circuit à l'aide d'une équation différentielle, bien que cette équation différentielle soit compliquée et impossible à traiter de manière analytique, ben je peux, à l'aide d'une approche numérique, pouvoir effectivement résoudre cette équation pour observer les caractéristiques de mon circuit. Voilà. Voilà un petit peu le deuxième point, d'application que je voulais qu'on traite avant de continuer à poursuivre le cours sur la résolution numérique d'équations différentielles. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Monsieur, juste du coup, c'est quoi l'intérêt en fait de l'enveloppe? Ah ben, c'est ce que je vous ai expliqué ici. Je vous ai expliqué que lorsque je veux transmettre un signal, j'utilise ce que l'on appelle une porteuse. Et quand je récupère mon signal, je veux extraire l'information, ben je vais prendre l'enveloppe du signal. Et les porteuses, c'est ce qui me permet d'avoir les signaux qui transitent dans l'air libre et qui n'interfèrent pas entre eux puisque j'arrive à les différencier grâce aux fréquences. D'accord, merci. Voilà, ce qu'on appelle la détection d'enveloppe. Ok, bon, alors, on va donc maintenant continuer un peu pour être au même niveau que nos camarades des groupes 3 et 4. Je vais donc maintenant poursuivre le cours, sachant que, voilà, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? La méthode de l'air, on a compris qu'avec la méthode de l'air, on peut résoudre des équations différentielles et on a également vu l'implémentation avec MATLAB et on a appliqué ça à des circuits comme celui du circuit RC qu'on a vu lors de cette séance.
Bien entendu, la dernière fois, quand c'était vu, j'avais enchaîné avec une méthode qu'on appelle la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2, qui permettait d'obtenir de meilleurs résultats, ou du moins des résultats plus précis que la méthode de l'air, parce que tout simplement, avec la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2, je vais dans un premier temps calculer un accroissement, et je vais me servir de cet accroissement-là que je divise par 2 en me situant au point milieu, donc entre l'instant TK et l'instant T en K plus 1, donc à l'instant T indice K plus H sur 2. En ce point-là, je vais calculer une nouvelle dérivée que je vais multiplier toujours par H pour calculer un nouvel accroissement bêta. Et c'est cet accroissement bêta que je vais utiliser pour estimer ma valeur en Y de K plus 1, parce que je vais obtenir quelque chose de plus précis que si j'utilisais l'accroissement alpha. Donc, Monsieur, oui. Excusez-moi, est-ce qu'on pourrait avoir un petit exemple parce que j'ai du mal à comprendre en fait comment calculer le bêta Oui. avec le f de YK. Il n'y a pas de... Ouais, on va voir ça, il n'y a pas de problème. Ce que je voulais, c'est d'abord juste être sûr que vous avez bien compris. Quand je dis je me situe entre l'instant TK, alors je vais faire ici. Voilà. Quand je dis voilà, je me situe entre l'instant TK et TK plus 1, voilà. Donc, quand je dis que je me situe au point milieu et que je dis que cet instant-là, c'est l'instant T indice K plus H sur 2. Je voulais juste m'assurer que vous avez bien compris de quoi je parle. Voilà. Donc, cet instant qui est ici, donc ça c'est T indice K, ça c'est T indice K plus 1. Le point milieu temporel, c'est T indice K plus 1,5. D'accord. Donc, si on a... Sur 2, là, au lieu d'1,5, monsieur? Attendez, vous allez comprendre. Quand je dis T indice K, ça veut dire que j'ai affaire à l'instant quoi? Qu'est-ce qu'on a vu? K fois H. Exactement. K fois H. Quand je dis que j'ai affaire à l'instant T indice K plus 1,5, je vais appliquer la même définition. Ça veut dire que j'ai affaire à quoi? Ah. Quelqu'un peut me dire? K fois H sur 2. K plus 1,5 fois H. K plus 1,5. Voilà, j'applique la même définition. K plus 1,5 fois H. Ce qui revient donc à avoir quoi? Ce qui revient à avoir K fois H. Donc T indice K. Plus H sur 2. Voilà. Donc, ça veut dire que quoi? Quand je vais travailler avec la méthode de l'air, je vais d'abord, quand je vais travailler avec la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2, je vais d'abord calculer cet accroissement alpha en me situant au point de départ. À partir de cet accroissement alpha, je vais me situer au point milieu. Vous voyez que ici, j'ai pris l'instant TK. Là, je vais prendre l'instant T indice K plus H sur 2. Et je vais rajouter le alpha sur 2 à ce YK de mon point de départ pour calculer une nouvelle dérivée que je vais multiplier par H pour obtenir un nouvel accroissement qui est ici. Monsieur? Oui? Moi, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi on se place en YK plus alpha sur 2. Alors, parce que tout simplement,
ici, j'ai calculé alpha. Donc, Oui. ça veut dire que quand je viens au point milieu, comme je prends le point milieu ici, entre l'instant K et K plus 1, ben je prends aussi cette amplitude-là que je divise par 2. Ok, d'accord. Ok, c'est bon. Tout simplement. D'accord, Voilà. merci. Alors, effectivement, donc maintenant, ce que l'on va faire, pour que tout le monde puisse bien comprendre l'application de cette méthode-là, ce que je vous propose, c'est qu'on travaille sur une équation différentielle comme celle-ci. Donc, y' égale à 1 plus t moins y, qui peut donc s'exprimer sous la forme y' égale à une fonction de y et de t. Ça, c'est la solution analytique. Et on a ici la condition initiale. Et on vous demande de résoudre, enfin de trouver y indice 1. Donc, on va le faire tout de suite. Imaginons qu'on vous demande de calculer y indice 1 et y indice 2 par la méthode RK2. Voilà. Par la méthode RK2, en utilisant un pas, je ne sais pas si on vous l'a donné ici, en utilisant un pas, peu importe, un pas de 0,1 ou un pas de 0,01. Imaginons qu'on utilise, on va dire, avec un pas H de 0,1. Voilà. Alors maintenant, est-ce que vous êtes capable d'appliquer la méthode RK2 pour trouver Y indice 1 et Y indice 2? Et on verra bien sûr après l'algorithme de Runge-Kutta d'ordre 2. Donc, comment on va faire? Alors, si on est méthodique, ce n'est pas compliqué du tout. Donc, si on est méthodique, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, voilà, je dois trouver Y indice 1 et Y indice 2. On me dit qu'avec la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2, je vais avoir Y indice 2, Y indice 1, pardon, qui va être égal à quoi? Je vais regarder ma formule. Ben, c'est Y indice combien ici? Qu'est-ce que je vais écrire? 0. Exactement. C'est Y indice 0 plus un accroissement qu'on appelle bêta et que je vais appeler ici bêta 0 pour ne pas me mêler les pinceaux. Voilà. Plus bêta 0. Comment je vais calculer cet accroissement bêta 0? Ben, on me dit que cet accroissement bêta 0, on va le calculer comme étant l'accroissement que j'obtiens au point milieu, c'est-à-dire, je vais prendre ma fonction f qui représente donc mon équation différentielle et je vais calculer une nouvelle dérivée en y0 plus alpha 0 sur 2 en me situant à l'instant t0 plus h sur 2. OK. OK, très bien. Donc, je sais maintenant calculer mon bêta 0. Sauf que pour pouvoir calculer mon bêta 0, j'ai besoin de connaître quoi? Alpha 0. Exactement. Alors, comment je vais calculer alpha 0? Ça, comment je vais le calculer? Ben, alpha 0, en réalité, c'est l'accroissement que j'utilisais avant quand je travaillais avec la méthode d'Euler. Donc, pour calculer mon alpha 0, je vais tout simplement prendre mon pas H, je multiplie mon taux d'accroissement, c'est-à-dire ma dérivée, en quoi? En Y0 à l'instant T0. Voilà. Attendez, là, on multiplie H, le pas par la dérivée, c'est ça? Ben oui, parce que quand on a travaillé avec Euler,
jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on avait? Qu'est-ce que je faisais quand je travaillais avec Euler? Je disais que y de k plus 1, c'était égal à quoi? À y indice k plus h avec la dérivée, c'est ça? et je prenais la dérivée en y k qui est k. Ça, vous êtes d'accord? Oui. Ben, vous voyez bien que quand je travaille avec Euler, je ne faisais en fin de compte qu'utiliser cet accroissement-là qui est l'accroissement alpha k. Et monsieur, vous pouvez expliquer tout à l'heure ce que vous aviez dit vis-à-vis de pourquoi on divisait par 2, en fait, je n'ai pas compris comment ça se traduisait sur le graphique. Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que je disais que quand on calculait l'accroissement alpha avec la méthode d'Euler, cet accroissement alpha ne me permettait pas d'obtenir des valeurs précises. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le prends, je le divise par 2 et je me situe au point milieu. Donc, il est là. Et à partir de ce point milieu, je calcule une nouvelle dérivée. Et c'est cette nouvelle dérivée dont je vais me servir pour calculer ce nouvel accroissement que j'ai ici. Alors, pourquoi je le divise par 2? Parce que tout simplement, comme je me situe au point milieu, donc je prends cet accroissement-là et je le divise par 2. Voilà, parce que je prends quelque chose de linéaire. Je me dis que comme je recule de t sur 2, ben ici, je le divise par 2. Mais si on le divise par un nombre encore plus grand, on aurait une plus grande précision, en ça, non? Non, tout simplement, je le divise par 2 pour rester conforme au temps sur lequel je recule. Si par exemple, j'avais reculé de plus de t sur 2, ben, je l'aurais divisé de manière linéaire pour que ça corresponde à cet accroissement-là. Je n'ai pas compris. Là, quand je suis ici, il vaut alpha. Là, si vous regardez le schéma, vous voyez bien qu'ici, il vaut alpha. Et si vous venez au milieu, si vous regardez ce triangle-là, ça vaut alpha sur 2. Oui. Voilà, c'est géométrique. Si j'étais ici, j'aurais eu peut-être, pas peut-être, mais précisément, j'aurais eu alpha sur 4. Alpha sur 8. Jusqu'à arriver ici à alpha sur l'infini, puisque je ne rajoute rien. Donc, voilà, c'est tout. Ce qu'il faut que vous fassiez maintenant, c'est de faire cet exercice-là que je vous demande de faire en appliquant la méthode RK2. Donc, vous devez normalement tous être capable, avec l'explication que je vous ai donnée ici, de me calculer Y indice 1. Alors, est-ce que quelqu'un l'a fait? Et une fois que vous avez calculé Y indice 1, ben vous calculez Y indice 2 en utilisant la méthode RK2. Comment je vais calculer Y indice 2? Qu'est-ce que je vais écrire? Je vais le faire avec vous ici. Y indice 2 égale à quoi? À Y1 plus l'accroissement bêta 2, bêta 1. Voilà, donc je vais écrire Y indice 1 plus l'accroissement bêta 1. Comment je vais calculer cet accroissement bêta 1? Je vous écoute. Comment je vais le calculer? C'est H fois F de Y1 plus alpha 1 sur 2. Voilà, plus alpha 1 sur 2. T1 plus H sur 2. Exactement. Et le temps, lui, auquel je vais me situer, c'est T indice 1 plus
H sur 2. Très bien. Donc, du coup, ça m'amène à calculer quoi? Ben, ça va me ramener à calculer alpha 1. Et ce alpha 1, lui, comment je vais le calculer? Ben, c'est, allez-y, continuez. C'est H fois K. H. Et je vais calculer F de Y1, T1. voilà, Y1 Ah, pardon, Y1. en me situant à l'instant T1. OK. Alors, ce T indice 1, il correspond à quel temps réel? T indice 1 égale à quoi? H fois K1. À ce 1 qui est ici, fois quoi? Fois Fois 0, voilà, fois le A avec lequel je travaille, qui est H. Donc voilà comment je vais calculer Y indice 2. Donc si maintenant vous appliquez ce calcul à cette équation différentielle qu'on vous a donnée, qu'on vous donne dans le cours. Alors, où est-ce qu'elle est? Ça me fatigue là. Voilà. Donc ici, vous voyez bien que alpha, lui, je vais le calculer par H fois F en Y4 TK. Donc ici, H 1 plus TK moins YK. Donc, je reprends ici mon équation différentielle. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le alpha 0 que je vais calculer, il voudra quoi? H que multiplie quoi? Je vous écoute. 1 plus T0. Exactement. 1 plus T0 Moins Y0. moins Y0. Voilà. Donc après, qu'est-ce qui va se passer? Je vais devoir calculer bêta 0. Le bêta 0, comment je vais le calculer? Ben, je vais avoir H fois F en Y0 plus alpha 0 sur 2 à l'instant T0 plus H sur 2. Donc, ça veut dire que je vais avoir H, ici, de quoi? De 1 plus ce T0 qui est là devient T0 plus H sur 2. Donc, 1 plus T0 plus H sur 2 moins ce Y0 qui est là devient Y0 plus alpha 0 sur 2 moins Y0 plus alpha 0 sur 2. Je ferme la parenthèse et je ferme la parenthèse. Donc ça va me permettre de calculer mon Y1. Et à partir de mon Y1, je vais de nouveau calculer mon alpha 1 et mon bêta 1 pour pouvoir calculer mon Y2. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas? Là. Je vous écoute. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ces calculs qui ne sont pas clairs pour vous? Tout fondamentalement, il n'y a rien de compliqué. Il suffit de partir de l'équation différentielle qu'on nous donne et de se situer sur les points TK, YK ou bien sur les points TK plus H sur 2, YK plus alpha sur 2. Donc, ce que je vous propose de faire, donc déjà, vous faites l'application numérique de ça en prenant, bien entendu, H égale à
en prenant h égale à 0,1 et vous calculez numériquement y indice 1 et y indice 2. Voilà. Faites ce calcul-là et vous devez normalement tous obtenir, si vous ne vous êtes pas trompé dans les calculs. Alors, je vais juste retrouver ça. Donc, si vous ne vous êtes pas trompé dans les calculs, vous devez normalement ça. Tac. Je suis en train de rechercher ma fenêtre. Voilà, vous devez normalement tout savoir comme résultat. Je vais le faire ici. Donc, vous allez le faire à la main. Vous allez tous normalement devoir obtenir. Donc, je vais faire les calculs ici. J'attends qu'il recharge mes fonctions. J'ai un petit souci réseau. Un petit souci réseau là. Bon, alors entre-temps, entre-temps que ça se débloque, on peut déjà le faire à la main. Vous devez, alors, vous allez tous me calculer alpha 0 et bêta 0. Alors, alpha 0, alpha 0, c'est très simple. Hein. Comment est-ce qu'on va calculer alpha 0? Donc, on va reprendre, donc, comme on a dit, notre équation. On travaille tous avec cette équation différentielle ici, d'accord? Donc, alpha 0, 1 plus 0 moins 0 multiplié par h. Donc, alpha 0, vous devez tous normalement pouvoir trouver 0. Ensuite, bêta 0. Comment je vais faire pour calculer bêta 0? Je vais avoir 1 plus 0 plus 0,1 divisé par 2. 0,1 divisé par 2, ça fait combien? 0,1 divisé par 2, ça fait 0,05. Donc, vous allez trouver 1,05 moins quoi? Moins y0 qui vaut 1. Donc, 1,05 moins y0 qui vaut 1. Donc, ça fait 0,05 multiplié par h qui vaut 0,1. Donc, vous devez normalement tous trouver 0,005. Voilà pour bêta 0. Et puis, vous allez faire pareil. Une fois que vous avez calculé Y1, vous allez refaire le même calcul et calculer alpha indice 1 et bêta indice 1 pour, en fin de compte, pouvoir calculer Y indice 2. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de... Vous le faites, là, l'exercice. Là, maintenant, vous le commencez maintenant. Je ne sais pas si vous avez un cours après. Vous le commencez maintenant. Et je vous enverrai en même temps que le cours d'aujourd'hui plus les applications qu'on a vues, je vous enverrai en même temps les résultats que vous devriez trouver. Y indice 1, Y indice 2 avec un pas H de 0,1. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Là, visiblement. Est-ce que vous avez des questions? Je vous écoute. Vous n'avez pas de questions? Donc, monsieur, si j'ai bien compris, vous voulez qu'on continue l'exercice? Oui, je veux que vous continuez, exactement, que vous continuez tout à fait l'exercice.
Alors, je vais même vous dire précisément ce que vous devez obtenir. Voilà. Donc, je vais prendre K comme étant égal, puisque je vous ai demandé Y indice 1, Y indice 2, et on vous a donné Y indice 0. Donc, je vais prendre K, 0, 1, 2. Voilà. Tac. Je vais prendre un pas H de 1. Donc, je vais appeler ici RK2. Je vais vous donner exactement les valeurs que vous devez trouver. Donc, RK2, voilà. RK2, vous devriez normalement tous trouver, si vous n'êtes pas trompé dans les calculs. Donc, je prends 0.1, je vais prendre 1, et je vais prendre ce vecteur K que je viens de définir. Et vous deviez normalement tous trouver, voilà, tac, tac, tac. Donc, je vais le faire ici. Voilà les résultats que vous devez tous trouver. Donc, on a dit, voilà, donc je n'aurais même pas besoin de vous envoyer ça. Je vais le faire tout de suite. De toute façon, je n'aurai pas le temps. Voilà, on n'est pas enregistré. Voilà, vous devez tous normalement trouver. Alors, hop, alpha 0, bêta 0. Alpha 0, 0. Et bêta 0, 0,05. Donc, alpha 0, 0. Voilà, ne me dites pas que vous n'avez pas le corrigé. Bêta 0, 0,005. Voilà. Donc, alpha 5 et 1,005 pour Y indice 1. Donc, Y indice 1 égale 1.0050. Voilà ce que vous devez tous trouver pour Y indice 1. Ensuite, vous allez poursuivre votre calcul et vous allez par la suite trouver alpha indice 1 égale à 0,0095 et bêta indice 1, vous devez tous trouver 0,0140. Et bêta indice 1 égale à 0,0140. Voilà. Et enfin, Y indice 2, je l'écris ici, Y indice 2, vous devez tous trouver 1.0190. Voilà. Voilà l'exercice sur lequel vous devez vous exercer pour maîtriser la méthode de Ronde-Chukuta d'ordre 2. Est-ce que vous avez des questions? Parce que je vais clôturer le cours dans 5 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, moi j'aurais une question, mais c'est pas par rapport au cours. Alors, je vous écoute. En fait, c'est par rapport aux élèves qui sont, voilà, ou un à eux qui veulent faire de l'alternance pour l'année prochaine. Je ne sais pas si c'est possible en fait. C'est tout à fait possible. Une réunion, je vous ai prévu une réunion avec Madame Julia Luthier le 20 janvier. Vous pouvez regarder l'hyperplanning, vous allez voir que vous avez une réunion avec Madame Julia Luthier. C'est parce que, en fait, quand j'ai posé la question à l'assistante de direction, elle m'a répondu que c'était malheureusement pas possible en plein cycle ingénieur et je comprenais pas pourquoi il disait ça en fait. Non, pour cette année, c'est impossible parce que vous vous êtes engagé dans une année d'école ingénieur. Mais après, il y a une forme d'alternance qu'on appelle convergence data-énergie, pour laquelle une présentation est prévue la semaine prochaine, le 20 janvier. Donc, c'est la seule alternance possible qu'on pourrait faire, en fait. Exactement. Ok, d'accord, je viens de comprendre. Merci, monsieur. Merci. D'autres questions ou je peux clôturer le cours? Non, c'est bon. C'est bon? Parce que j'ai une réunion. Merci, monsieur, au revoir. Voilà. Allez, au revoir, bon courage. Merci, monsieur, à vous aussi. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, monsieur. Merci également.